Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue à la Maison de l'Avocat pour ce mercredi du droit consacré aujourd'hui au préjudice corporel. Alors on va faire une très brève présentation de chacun d'entre nous. Moi je m'appelle Nicolas Tello, je suis avocat au barreau de Nantes. J'exerce principalement dans le domaine du préjudice corporel, c'est pour ça que j'interviens ce jour aux côtés de ma consoeur. Donc, Caroline Katz, bonjour à tous. Mon propos va être un peu le même que celui de mon confrère. Je suis également donc avocate au barreau de Nantes. Ça fait un peu plus de 4 ans que j'exerce désormais. Et dès mes stages en école d'avocat, j'ai orienté également mon activité professionnelle vers la défense des victimes de préjudice corporel. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le préjudice corporel. On peut parler du préjudice corporel ou des préjudices corporels. Ce sont toutes les conséquences à la fois physiques et psychiques qui suivent un traumatisme également physique ou psychique. Bon. Il faut distinguer le préjudice corporel du dommage corporel. Un exemple tout bête, vous vous cassez la jambe, le dommage corporel c'est la fracture, le préjudice corporel ou les préjudices corporels qui en découlent, eux, ne sont pas matérialisés que par la fracture. Vous ne pouvez pas travailler à cause de la fracture. La perte de gain qui en découle, c'est un préjudice. Les préjudices sont entendus de manière large. Ils peuvent être aussi bien physiques que psychiques. Un exemple, un accident de la circulation. Vous êtes victime d'un accident et vous avez de la chance, vous n'avez aucun traumatisme physique. Bon. Mais vous avez été particulièrement choqué par les circonstances de l'accident. Par exemple, en face de vous, la personne est décédée. Bon. Vous subissez ce qu'on appelle un stress post-traumatique qui peut vous empêcher de reprendre la voiture, de monter dans une voiture. C'est également un préjudice corporel. Bon. On va vous présenter maintenant les différentes justement causes génératrices de dommages corporels, c'est-à-dire les différents événements qui peuvent donner lieu à un dommage corporel. Alors on peut tout d'abord citer les accidents de la vie. Les accidents de la vie, c'est l'accident dans toute sa splendeur, si je puis dire, dans le sens où il n'y a pas forcément de cause, il n'y a pas forcément de tiers responsable à l'accident qui s'est produit. Ça peut être notamment le fait de glisser sur une plaque de verglas en hiver. La particularité de l'accident de la vie, étant donné qu'il n'y a pas de tiers responsable, c'est qu'il n'y a personne à qui demander une indemnisation, justement pour indemniser tous les différents préjudices et notamment des frais de santé qui peuvent être extrêmement lourds, notamment dans le cas d'un handicap aussi grave. Et alors là, je vais faire un petit peu de prévention. C'est pour cette raison qu'il est important de souscrire notamment un contrat qu'on appelle contrat garantie accident de la vie ou dommage corporel, que vous pourrez, en cas d'accident de la vie, mettre en œuvre. Mais typiquement, l'accident de la vie, si vous n'avez pas de contrat pour vous protéger, vous encourez le risque aussi de subir des préjudices sans pouvoir recevoir d'indemnisation. On a également, donc, comme deuxième cause génératrice de dommages corporels que l'on peut citer, la responsabilité civile. La responsabilité civile est issue du principe au terme duquel, lorsqu'on cause un dommage à autrui, on est tenu de le réparer. Donc si on cause un dommage corporel à quelqu'un, on est tenu de le réparer. Peu importe que ce fait générateur soit issu d'une faute intentionnelle ou non. Ça peut tout à fait découler d'une maladresse, d'une imprudence. Pour autant, on sera tout de même tenu d'indemniser la personne qu'on aura blessée. C'est pour ça qu'on doit souscrire une assurance responsabilité civile. Et dans ce cas, c'est votre assureur en réalité qui indemnisera la personne qui a été victime du dommage corporel. On peut être aussi civilement responsable du dommage causé par quelqu'un d'autre. C'est notamment le cas pour le cas que vous connaissez peut-être le plus, de la responsabilité civile des parents du fait de leurs enfants mineurs. Si votre enfant, par exemple, dans un jardin d'enfants, bouscule un autre enfant, cet autre enfant est blessé, il a vocation à être indemnisé, eh bien c'est votre assureur responsabilité civile à vous, parents, qui sera mise en œuvre pour indemniser cet enfant qui aura été accidentellement blessé. On peut également citer les agressions et attentats, qui, bien évidemment, sont des causes génératrices également de dommages corporels, avec pour les attentats, bien évidemment, une procédure un peu particulière, avec un fonds d'indemnisation qui a vocation à indemniser la personne qui a été victime de l'attentat, mais également, si besoin, ses proches également.
Et puis les agressions, il s'agit de toutes les violences. Et là, je rejoins le propos de mon confrère tout à l'heure. Ce sont des violences qui peuvent être à la fois physiques, mais également psychologiques. Donc, voilà, pénalement, les violences psychologiques sont également punies et leurs conséquences ont vocation également à être indemnisées. On peut également citer les accidents du travail et maladies professionnelles. Est considéré donc comme un accident du travail tout accident qui a été causé à l'occasion ou par le fait du travail. C'est-à-dire sur le lieu et sur le temps de travail, mais également par le fait du travail. À titre d'exemple, est considéré comme un accident du travail l'accident qui est survenu sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail. Les maladies professionnelles visent les maladies qui ont été contractées par un salarié dans le cadre de son activité également. Alors, une autre grande cause d'origine de préjudice corporel, ce sont les accidents de la circulation. Accidents de la circulation qui sont distingués des autres causes parce qu'ils sont soumis à un régime de responsabilité spécifique qui s'appelle la loi Badinter, qui date de 85, qui a pour vocation de réglementer de manière précise l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, toute victime d'un accident de la circulation peut être indemnisée. Ce qui va être, j'allais dire, un élément flou au début, c'est qui va payer. Est-ce que ça va être l'assureur du responsable de l'accident de la circulation? Est-ce que ça va être un fonds de garantie? Tout ça, ça va dépendre de différents critères, notamment de savoir si une personne qui se fait renverser dans la rue par un conducteur, est-ce que ce conducteur est assuré? Est-ce que l'assureur de ce conducteur sera d'accord pour verser sa garantie? Une des autres sources de préjudice corporel, c'est la responsabilité médicale prise dans son ensemble. Bon, là, je vous ai mis une liste de différents types, de différents cas possibles dans lesquels on peut mettre en jeu cette responsabilité. La faute médicale. La faute médicale, il faut savoir que la responsabilité médicale d'un médecin peut être engagée lorsqu'il commet une faute. Bon. C'est-à-dire que le médecin doit avoir eu un comportement fautif qui aura provoqué un préjudice. La plupart du temps, ce comportement fautif, c'est quoi? C'est le médecin qui va avoir dévié par rapport à ce qu'on appelle les règles acquises de la science, les règles de l'art en matière médicale. Le médecin qui va avoir pratiqué une intervention qui n'est pas recommandée ou qui va avoir réalisé cette intervention selon une technique qui n'est plus à jour. Typiquement, c'est ça. Autre élément, alors là on sort un peu du régime médical et plus, j'allais dire, du droit de la consommation et du droit civil général, sont les produits défectueux. Vous avez tous entendu parler de certains scandales, notamment les prothèses PIP, par exemple. Ces prothèses mammaires qui avaient été mises sur le marché et qui contenaient des silicones qui n'étaient pas des silicones à usage médical, mais à usage industriel. Bon. Certaines personnes, certaines femmes qui disposaient de ces prothèses ont subi des éclatements des prothèses dans leur poitrine qui ont provoqué des préjudices. Là, on est soumis, alors au-delà de tout l'aspect pénal, mais aux produits défectueux. Autre point qui, lui, est un point extrêmement important, qui amène un contentieux important, ce sont ce qu'on appelle les aléas thérapeutiques. L'aléa thérapeutique, c'est quoi? C'est une personne qui va bénéficier d'un soin et qui va être victime de conséquences qui sont dites anormales et inattendues par rapport aux conséquences que l'on pourrait attendre d'un tel soin. Enfin, les infections nosocomiales. Une infection nosocomiale, c'est quoi? C'est une infection qui est contractée dans le milieu hospitalier, lors des soins. Ça peut être plus ou moins grave. Certaines infections nosocomiales peuvent être très importantes. Bon. Là, il y a un système de présomption de faute de l'établissement et donc une indemnisation par la solidarité nationale également. Alors, on va aborder maintenant la question de savoir qui peut obtenir une indemnisation. Alors, bien évidemment, en tout premier lieu, la victime directe, c'est-à-dire la personne qui a été blessée suite à l'un des faits générateurs qu'on a pu évoquer, avec une liste de postes de préjudice qu'on va détailler tout à l'heure et qui est issue d'une nomenclature qui est aujourd'hui utilisée par l'ensemble des professionnels du dommage corporel pour donc évaluer puis indemniser les différents préjudices qui peuvent l'être. On a également les victimes par ricochet.
Les victimes par ricochet, ce sont les proches de la victime directe qui, elles aussi, vont pouvoir subir un préjudice qui leur est propre. Ces préjudices des victimes par ricochet peuvent être patrimoniaux, c'est-à-dire toucher au pécunier, aux biens, ou extra-patrimoniaux, c'est-à-dire toucher à l'être, à la personne. À titre d'exemple, un préjudice patrimonial d'une victime par ricochet, ça va être par exemple la perte de salaire parce que vous avez été obligé de poser une semaine de congé sans solde pour vous occuper de votre proche qui, à la sortie de l'hôpital, ne pouvait pas se débrouiller tout seul. Ça peut être également les frais de déplacement pour aller voir un proche tous les jours, toutes les semaines, à l'hôpital, en centre de rééducation. Vous exposez des frais et ces frais ont vocation à être indemnisés. Un autre cas un petit peu particulier que l'on peut citer, c'est celui de l'aménagement du domicile, aussi pour les proches de la victime. Enfin, on a également les ayants droit de la victime directe, c'est-à-dire en fait les héritiers, les personnes qui reprennent les droits de la personne qui est décédée. Si un proche est victime d'un accident, d'une agression ou autre à la suite duquel malheureusement il décède, ces héritiers, ces ayants droit ont la possibilité d'obtenir son droit à indemnisation en son nom pour les préjudices qu'il a subis avant qu'il ne décède. Alors, comme on vous l'a dit, il existe plusieurs préjudices. Le préjudice corporel, on va reprendre l'exemple de la personne qui se casse une jambe. Ce préjudice, cette incidence sur sa vie de manière globale est aujourd'hui évaluée par un médecin. C'est un médecin qui a la compétence pour pouvoir déterminer et évaluer les différents préjudices. Pour demander l'indemnisation, il faut que vous puissiez évaluer, quantifier vos préjudices pour ensuite pouvoir les convertir en euros, si je peux dire. C'est très réducteur, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Cette expertise, elle peut être lancée dans deux cadres de procédure. La première, c'est la procédure dite amiable. À côté de ça, il y a le cadre judiciaire. Vous pouvez demander à ce qu'une expertise judiciaire soit réalisée. Pour ce faire, vous devez saisir un magistrat. Magistrat soit de l'ordre judiciaire, soit de l'ordre administratif. Cette expertise, vous pouvez la demander au tribunal par différentes procédures, ce qu'on appelle une procédure en référé, ou la demander directement au fond. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Le magistrat va désigner un expert judiciaire, médecin, plus ou moins spécialisé en fonction de la problématique du dossier. Ce qui fait que lors de l'expertise, alors je vais aller surtout sur l'expertise judiciaire, il y a plusieurs acteurs. Il y a d'abord la victime. Alors, la victime, elle est présente parce que c'est elle qui connaît le mieux ses préjudices. Elle est interrogée par l'expert, elle est examinée par l'expert. Un examen médical peut être pratiqué, c'est généralement le cas. Quelqu'un qui va avoir une infection suite à une pose de prothèse de hanche, par exemple. Cette infection aura eu des effets et aura notamment limité ses capacités à bouger. Le médecin va évaluer les amplitudes articulaires. Avec ces évaluations, il va aboutir à une évaluation propre d'un préjudice qu'on va évoquer après, qui s'appelle le déficit fonctionnel permanent. La victime est donc extrêmement importante dans l'expertise parce que c'est elle qui donne le ton. La victime peut également être assistée d'un médecin conseil. Il faut avoir en tête que l'avocat n'est pas médecin. Donc tous les aspects techniques purement médicaux, l'avocat n'a pas vocation à pouvoir en discuter avec l'expert. Lors de cette expertise, le travail du médecin expert, c'est de reprendre point par point les préjudices de la victime et de les évaluer. Cette évaluation et surtout cette qualification des préjudices, elle dépend d'une nomenclature qui s'appelle la nomenclature d'Antillac. On va vous présenter à présent cette fameuse nomenclature d'Antillac et surtout les principaux postes de préjudice qui sont exposés dans cette nomenclature. Il s'agit d'une nomenclature qui date de 2005, qui est issue d'un groupe de travail qui était donc présidé par Monsieur d'Antillac, d'où son nom. Et qui fonde réellement l'évaluation et l'indemnisation du dommage corporel aujourd'hui en France. Par conséquent, donc, le médecin expert que mon confrère vient de mentionner va donc évaluer ces préjudices avec une notion principale sur l'articulation des différents postes de préjudice qui est la notion de consolidation et plus précisément une date de consolidation de l'état de santé de la victime.
La consolidation est en fait la date à laquelle les séquelles présentées par la victime se stabilisent. Il ne s'agit pas d'une guérison, puisque malheureusement, on peut, à la suite d'un dommage corporel, conserver des préjudices qui resteront jusqu'à la fin de la vie de la personne blessée. Mais c'est donc une date à laquelle les séquelles n'ont plus vocation a priori à évoluer, que ce soit en mieux ou en moins bien. Alors, je vais vous présenter les préjudices temporaires dans un premier temps. Ces préjudices temporaires pouvant être patrimoniaux ou extra-patrimoniaux, c'est la même distinction qu'on avait tout à l'heure pour les victimes par ricochet. Dans les préjudices patrimoniaux, on cite tout d'abord les dépenses de santé actuelles. Les dépenses de santé actuelles, c'est toutes les dépenses de santé que la victime aura conservées à sa charge. À sa charge, c'est-à-dire après remboursement par sa caisse de sécurité sociale et, le cas échéant, sa mutuelle complémentaire. C'est ce qui va rester vraiment à la charge de la victime. Ces dépenses, ce seront toutes les dépenses telles que les honoraires de consultation chez le médecin généraliste, chez le médecin spécialiste, les médicaments, l'achat d'aides techniques, par exemple des cannes anglaises. Ça peut être également les médicaments, si je ne les ai pas encore cités, les séances chez le kiné, les séances chez l'ostéopathe, etc. Également, les frais de soutien psychologique. Si à la suite du fait traumatique, la victime présente des souffrances psychologiques, qu'elle prend un traitement en conséquence, qu'elle rencontre un psychologue pour l'aider, ce sont également des frais qui ont vocation à rentrer dans ce poste des dépenses de santé actuelles. On a également les frais divers qui vont concerner tous les autres frais exposés par la victime qui ne constituent pas des dépenses de santé. Alors là, il y a plusieurs exemples. On a notamment les frais de défense. Dans les frais de défense, on va retrouver notamment les honoraires du médecin conseil auxquels mon confrère faisait référence tout à l'heure, puisque si vous solliciter un médecin conseil pour vous assister lors d'une expertise, vous avez la possibilité que votre assureur protection juridique prenne en charge ces honoraires, mais si vous n'avez pas ce type de contrat d'assurance, il faudra bien évidemment rémunérer le médecin conseil. Mais après, dans le cadre de l'indemnisation, ces honoraires ont vocation à être remboursés par l'assureur du tiers responsable. On a également les frais administratifs que la victime va pouvoir exposer du fait traumatique, les photocopies, les courriers recommandés adressés aux différents établissements de santé pour obtenir la copie de son dossier médical en vue de l'expertise, etc. Il y a également les frais de déplacement qui ont vocation à être indemnisés, donc pour que la victime puisse se rendre à ces différentes consultations, aux rendez-vous médicaux, à l'expertise, aux audiences éventuelles. Elle va exposer des frais de déplacement. Peu importe le moyen de transport utilisé, ces frais ont vocation également à être indemnisés. Il y a dans les frais divers également un poste particulier qui mériterait d'être distingué, qui est l'assistance par tierce personne passée. Donc, passé, je précise cela dans le sens où on est bien avant la date de consolidation. Donc, je vais vous parler des besoins qui n'ont pas forcément vocation à perdurer. C'est mon confrère qui abordera ce point tout à l'heure. Suite au fait traumatique, le blessé ne sera pas forcément en capacité d'accomplir tous les actes de la vie quotidienne, seul ou tout court, du fait des blessures qu'il conserve. Par exemple, si vous vous retrouvez avec 2 bras dans le plâtre, vous n'êtes pas capable de vous habiller tout seul, de vous laver tout seul, de vous faire à manger, de faire votre ménage, de faire vos courses, d'accompagner vos enfants à l'école, de vous déplacer comme vous le souhaitez en véhicule, etc. Vous avez donc besoin de quelqu'un, soit pour vous suppléer, soit pour vous aider. Et cette aide par un tiers a vocation également à être indemnisée. Alors là, l'expert va évaluer le temps nécessité par le blessé, le temps d'assistance, alors que ce soit par jour, par semaine, par mois en fonction des besoins. Il va évaluer cela en nombre d'heures et ces heures seront indemnisées. On trouve également donc, dans les préjudices patrimoniaux temporaires la perte de gain professionnel actuel. Alors là, le nom vous donne, je suppose, l'indication de ce qu'il recouvre, à savoir la perte de salaire, la perte de revenus qui découle de l'arrêt de travail qui fait suite au fait traumatique. Dans les préjudices extra-patrimoniaux à présent, on trouve tout d'abord le déficit fonctionnel temporaire. Le déficit fonctionnel temporaire va être évalué selon différentes classes, donc il peut être partiel ou total, et va viser l'impossibilité pour la victime d'accomplir
ses actes quotidiens, ses activités sportives, ses activités de loisirs, ses activités sociales, tout simplement le fait de vaquer à ses occupations. Donc, ce déficit fonctionnel temporaire sera total pour la personne qui est hospitalisée ou strictement alitée. Et ensuite, en fonction de ses capacités physiologiques, le déficit va être classé en différentes classes. Donc, on va retrouver, les experts ont des tableaux pour les aider à déterminer la classe de déficit, mais forcément, le déficit fonctionnel exposé par quelqu'un qui a un bras dans le plâtre va être moindre que celui qui se retrouve contraint de se déplacer en fauteuil roulant. On retrouve dans ce déficit fonctionnel temporaire notamment le préjudice sexuel temporaire, donc l'impossibilité d'accomplir l'acte sexuel comme habituellement, et le préjudice d'agrément qui là vise l'impossibilité pour la victime d'accomplir ses activités sportives et de loisirs plus spécifiques. Enfin, nous avons le préjudice esthétique temporaire, qui est l'altération de l'apparence physique aux yeux des tiers de la personne blessée. Donc, c'est les cicatrices, les hématomes, les tuméfactions, la nécessité de se déplacer avec un déambulateur, avec un fauteuil roulant, etc. Là aussi, ce préjudice esthétique temporaire est évalué et indemnisé de façon forfaitaire. Une fois cette date acquise, la consolidation acquise, donc le moment où l'état de santé n'est plus susceptible d'évoluer en bien ou en mal, on considère que les préjudices qui continuent d'exister sont des préjudices dits permanents. Alors certains de ces préjudices sont des préjudices miroirs de ceux qui existaient à titre temporaire. En tout cas, ils sont classés de la même manière. On a d'abord les préjudices patrimoniaux. Alors on a les dépenses de santé futures. Les dépenses de santé futures, c'est quoi? Ce sont les dépenses non couvertes, en tout cas ça constitue le reste à charge après remboursement par la sécurité sociale et la mutuelle, le reste à la charge du patient une fois qu'il aura acheté, acquis des biens dont il a besoin, alors biens ou soins, du fait de son état de santé permanent. À côté de ça, on a également, et là pour le coup ça devient un poste de préjudice distinct, l'assistance d'une tierce personne permanente. Bon. Là, l'expert va déterminer si l'état de santé consolidé de la victime nécessite qu'une aide lui soit apportée et va quantifier cette aide. Combien d'heures par jour, par semaine, par mois? L'exemple de la personne tétraplégique, cette personne-là va avoir un besoin d'ATP, c'est comme ça, c'est l'acronyme, l'assistance tierce personne, jusqu'à la fin de sa vie. Ce montant-là, ce montant d'heures d'assistance va être converti en euros puis capitalisé pour donner lieu à une indemnisation. À côté de ces éléments-là, on a des éléments qui ont été évoqués par ma consoeur à titre temporaire, qui peuvent perdurer à titre permanent. Frais de logement adapté. Quelqu'un qui va être en fauteuil roulant le reste de sa vie a besoin d'un logement qui soit adapté à l'usage du fauteuil roulant. Des portes larges, des plans de travail bas, un accès spécifique dans la salle de bain, dans les toilettes. Le coût d'aménagement de son domicile pour lui permettre d'utiliser son fauteuil roulant sera également pris en charge. On a également les pertes de gains professionnels futurs. Alors les pertes de gains professionnels futurs, c'est un petit peu particulier. La personne qui, par exemple, va se retrouver dans l'incapacité totale d'exercer sa profession. Mettons un informaticien qui se ferait amputer d'une main. Ça va être compliqué d'utiliser un clavier et une souris à ce titre-là. Bon. Il ne peut plus exercer sa profession d'informaticien qu'il exerçait depuis 15-20 ans. De ce fait, ses revenus vont quasiment disparaître. Au-delà des aides qu'il pourra percevoir, ses revenus, son salaire disparaît. Bon. À ce moment-là, cette perte de revenus professionnels futurs doit faire l'objet d'une indemnisation. Alors c'est quelque chose d'assez compliqué, la personne ne va pas bénéficier d'un salaire équivalent au salaire qu'elle avait au moment de l'accident jusqu'à la fin de sa vie, c'est pas si simple que ça. En tout cas, il a vocation à être indemnisé. Alors au-delà de ça, on peut avoir des personnes qui sont victimes d'un préjudice, qui vont pouvoir continuer d'exercer leur activité professionnelle, mais dans des conditions différentes. C'est ce qu'on appelle l'incidence professionnelle. Quelqu'un qui va avoir besoin que son poste soit aménagé, par exemple. Ça, c'était les préjudices patrimoniaux. À côté de ça, on a les préjudices extra-patrimoniaux. Alors, on a le déficit fonctionnel permanent, qui intervient dans le prolongement du déficit fonctionnel temporaire. Le déficit fonctionnel permanent correspond à un taux, un pourcentage, qui va être fixé par l'expert,
qui reflète la perte de fonction que la victime va subir du fait des préjudices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui va, par exemple, se casser la jambe, qui va garder des séquelles, une douleur, une limitation de l'amplitude articulaire. Bon. À ce moment-là, sa capacité fonctionnelle, sa capacité à faire les mouvements que tout à chacun en bonne santé pourrait faire, sa capacité à réaliser les activités de la vie courante que tout à chacun pourrait faire, cette capacité est amoindrie. L'expert va donc fixer un pourcentage qui fera l'objet ensuite d'une conversion pour une indemnisation. Le préjudice sexuel ensuite. Le préjudice sexuel, alors lui, il est divisé en plusieurs, il est soumis à plusieurs conditions qui ne sont pas nécessairement cumulatives. C'est déjà la possibilité pour la victime de pouvoir continuer à pratiquer l'acte sexuel. L'impuissance organique, c'est-à-dire un déficit fonctionnel qui provoque l'impuissance, c'est un préjudice sexuel. La perte d'envie, la perte de libido, c'est un préjudice sexuel. L'impossibilité de pouvoir pratiquer l'acte, c'est un préjudice sexuel. On a le préjudice d'agrément qui, lui, comme à titre temporaire, indemnise l'impossibilité pour la victime de réaliser les activités de sport et de loisirs qu'elle pratiquait avant l'accident. Alors ce poste de préjudice est soumis quand même à quelques conditions, c'est qu'il faut être en mesure de démontrer l'activité antérieure. On a le préjudice esthétique permanent. Le préjudice esthétique permanent, c'est, je vais caricaturer un peu, mais c'est la balafre qui reste au milieu du visage. C'est la boiterie, c'est le fait de devoir utiliser un fauteuil roulant jusqu'à la fin de sa vie. On a le préjudice d'établissement. Alors lui, c'est un préjudice qui est un peu large. Ça va être l'impossibilité pour la victime de s'établir dans un projet de vie particulier. La personne qui, par exemple, un traumatisé crânien, qui, compte tenu de son traumatisme, aura du mal à rencontrer une compagne, à fonder une famille, à s'installer, à se poser. Ça, c'est quelque chose qui peut également faire l'objet d'une indemnisation. Je vais aborder rapidement maintenant, donc pour voir comment on est indemnisé. Tout d'abord, qui indemnise en fonction des cas? Donc on a pu l'évoquer un petit peu déjà dans le cadre de notre propos. Tout d'abord, l'assureur, selon le contrat de la victime. Donc dans le cadre d'un accident de la vie, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Dans le cadre d'un accident de la vie, si vous avez un contrat, vous pourrez mettre en œuvre ce contrat et c'est donc votre assureur qui vous indemnisera. L'assureur du tiers responsable, ça reprend donc les différents cas qu'on a pu exposer, à savoir la responsabilité civile, les accidents de la circulation, ce sera l'assureur du véhicule qui est impliqué qui vous indemnisera en principe, avec quelques petites particularités, et le cas également de la responsabilité médicale en cas de faute. On a également la caisse de sécurité sociale qui interviendra pour l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, avec une petite particularité dans certains cas, où ce sera l'employeur qui indemnisera des postes complémentaires. On a enfin les fonds d'indemnisation, donc il y a différents fonds d'indemnisation qui ont été créés au fur et à mesure des années, au fur et à mesure également que l'indemnisation, la réparation du dommage corporel s'est affirmée en tant que matière à part entière, avec le SARVI et la CIVI qui sont des fonds d'indemnisation qui auront vocation à intervenir dans le cadre des attentats, agressions et infractions pénales. On a l'ONIAB, donc mon confrère citait tout à l'heure, qui interviendra donc dans le cadre notamment des accidents médicaux non fautifs, et le FIVA, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, qui a donc vocation à intervenir pour les victimes de l'amiante. L'indemnisation se fait après l'expertise en fonction des conclusions du rapport et des évaluations qui sont faites. Donc soit cette indemnisation se fait à l'amiable parce qu'une discussion est possible avec le responsable ou son assureur, soit si la discussion n'est pas possible, elle se fait devant des juridictions spécifiques. Alors on a les juridictions pénales, tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises, qui elles ont pour vocation d'indemniser les victimes des infractions pénales. On a les juridictions civiles et administratives, ça je l'ai déjà évoqué. La juridiction civile est celle qui va gérer la responsabilité civile de manière générale, la responsabilité médicale des professionnels libéraux et des établissements privés. On a la juridiction administrative qui, elle, va gérer la responsabilité des personnes publiques et notamment des établissements publics de santé.
On a également ce qu'on appelle les CCI, commissions de conciliation et d'indemnisation, qui sont alors ce ne sont pas des juridictions, ce sont des commissions qui ont pour objet de permettre l'indemnisation sous conditions spécifiques des victimes par une voie qui est entre la voie judiciaire et la voie amiable, des victimes d'aléas thérapeutiques et d'accidents médicaux non fautifs. Bon. Enfin, on a le TAS, Tribunal des affaires de sécurité sociale, qui lui va avoir vocation à trancher les litiges et les indemnisations dans le cadre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sachant que cette juridiction a vocation à disparaître en début d'année prochaine et qu'elle sera rattachée au tribunal de grande instance, donc aux juridictions civiles. Et donc pour terminer notre propos, je vais vous exposer les cas, la possibilité de rouvrir un dossier en aggravation. C'est-à-dire qu'une fois que la victime d'un dommage corporel a suivi toute la procédure qu'on a pu exposer avec une évaluation de son dommage par un expert, ensuite une indemnisation par généralement donc l'assureur du responsable, le dossier est clos, le dossier est terminé. Et il s'avère que finalement, cette victime présentera des années, mais parfois aussi assez rapidement, ça peut être quelques mois après l'indemnisation, une aggravation de son état de santé. En cas d'aggravation fonctionnelle, c'est-à-dire que l'état séquelaire, depuis la date de consolidation qui a été posée par l'expert, et donc que les préjudices ont été évalués en principe de façon définitive, en réalité, cet état de santé s'est aggravé. On a donc la possibilité de rouvrir le dossier. À ce moment-là, une nouvelle expertise aura lieu pour évaluer l'aggravation des différents préjudices, voire d'objectiver de nouveaux préjudices qui peuvent découler de l'aggravation de l'état de santé. On a également le cas de l'aggravation situationnelle. L'aggravation situationnelle, c'est une aggravation qui est due à une modification de l'environnement de la victime. Et enfin, l'aggravation transitoire. L'aggravation transitoire va viser le cas où, par exemple, une personne a donc ses préjudices consolidés, a été indemnisée, et puis, quelques temps plus tard, elle doit subir une nouvelle opération, par exemple chirurgicale, alors à visée esthétique, par exemple, ou pour se faire enlever du matériel, des broches ou une plaque qui finalement la gêne. Et donc, on va avoir une opération chirurgicale avec éventuellement une nouvelle période d'arrêt de travail, des nouvelles souffrances sans durée, une nouvelle période de temps pendant laquelle elle ne pourra pas vaquer à ses occupations. Mais tout ça va se stabiliser pour revenir finalement à l'état dans lequel cette personne était avant cette fameuse opération chirurgicale. On a donc une aggravation des postes de préjudice qui est transitoire et qui fera également l'objet d'une indemnisation. Dans le cas d'un accident de la circulation qui est également un accident de trajet, les deux possibilités s'ouvrent à vous, soit une indemnisation au titre d'un accident du travail, soit au titre d'un accident de la circulation. Il est beaucoup plus intéressant d'être indemnisé selon la loi Badinter, qui là permettra une indemnisation de tous les postes de préjudice qui seront évalués, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de l'indemnisation au titre du seul accident du travail. Ça va dépendre déjà de quel type d'expertise. Une expertise amiable, la problématique, c'est que lorsque vous faites une expertise amiable, l'expert est mandaté par l'assureur du responsable. L'expert est payé par l'assureur du responsable. Normalement, l'expert a pour mission d'être neutre. Sauf que les médecins qui réalisent des expertises amiables ont l'habitude de travailler également en tant que médecin conseil des assureurs. Ils sont formatés, ils ont une habitude d'évaluation des préjudices qui est pro-assurance. Donc l'expertise amiable, on peut toujours douter. Les expertises judiciaires, c'est différent. L'expertise judiciaire, l'expert est un médecin inscrit sur une liste qui est normalement totalement impartial. Neutre et qui
j'allais dire, n'a pas à orienter son rapport en direction soit du professionnel ou du responsable, soit de la victime. Le professionnel indépendant va être indemnisé exactement de la même manière. Simplement, ça va être les calculs qui vont différer pour ce qui va être strictement lié à l'activité professionnelle, puisque le reste est totalement indépendant. Notamment, pour évaluer la perte de gain professionnel, ce sera forcément beaucoup plus compliqué d'évaluer cette perte de gain pour un professionnel libéral, parce qu'il va falloir du coup se baser sur sa déclaration 2042, ses déclarations auprès des organismes sociaux, etc. Avec en plus cette difficulté que si l'activité professionnelle vient d'être créée, il faut imaginer ce qu'elle aurait pu devenir à l'avenir. Donc voilà, ça va changer la donne, mais l'indemnisation est censée être la même.